the Rebbe was no stranger to personal tragedy. He lost his father to the communists, his middle brother to the Nazis, and his younger brother to a heart attack at a young age. And yet the Rebbe went on to bring comfort and joy to an entire generation. Here on his father's yahrzeit, the Rebbe offers an interpretation on the prophecy of Isaiah. Death shall be swallowed up forever, and God will wipe away the tears from every face. Yerushalmi endigt sich mit dem Sichte Meit Kotten, mit Meit Kotten Atzme endigt sich der Mischne, und mocha avai dima mal kol ponim vegemer, und wie teis vis taich dort noch, adose kedele sayin bedover tei, worden mocha avai dima mal kol ponim, und der Pfarrer sage, die Gemorra auf der Mischne endigt sich am Mevin Chalilim, בבייס המשתו לבייס השמחו. אז אפילו בחיל המי, וסזה דפן זך דort דמות ניתון כמלוכו, is aber לבייס המשתו לבייס השמחו, דפן נגמן bringen Chalilim und spielen. In der Chalilim, auf all Pi, was beyond Tormen das nicht. Und der Tarm ist, der Fall, dass der Beis HaMishtu, Beis HaSimcho, wie wir forschen, Tatsch noch Beis HaSimcho, beschaß mit Pravet, HaSimcho shel Mitzvah. Also jechit o mocha avai dima mal kol ponim, ist der Doa Din. Und wo bekamen noch gepasken, techit im Poskim, Ashinoi, Hachezer, Libi Yosei, ist mir lechatchile kein Shinoi nicht, nicht kennen durch Chazam Yisrael Shinoi, wie bald danach wird sich umkehren zurück. Bishas mir sagt, dass dort Dima Alponim, und Mocha Avai Dima Alponim, ist lechatchile der Ponim gewähnt ohne Dima. Wie sie gewähnt bei Pashtus, Kedem Achet, a viele Liachre Achet. I werden die Scheiche sagen, beschaße do frier Chai. I sag noch, kommt noch, beheder Achaim, und darf ki Achaim von a Barka Yom Achaim Ruim Lishmo. Und demult wird Rachmoni Litzlan Lisho, der Linie von Dimo, und der Mischne ist Messiah. Aber man soll wissen sein, dass a Shinui, a Cheser Libriose der Ponim, dass umkehren zurück wäre gewähnt früher, Ponim shel Simcho und Ponim shel Eiro, der Pfarrer so mocha war Dima mal Ponim. Wo der Pfarrer sich in der Ruf da a Remes Niflo, mu Yusuf daf Kisve Harizal, wo dort nicht steht, a Dima, be Gematri Kuf Chof Mei Vesri. Rechent neis Dima, das die Gematri Kuf Yutes. Sagt mir, dass Dima ihm Akeli. Sagt der Scheme in Charles Chubis, Rabbi Yosef Virgas, was ist das für ein Seder? Eine Macht der Cheshben darf so das sein Bediuk. Und was sagt man, der Cheshben mit Kuf Yutes, in Beniden die da. Nur mit dem rechnet zu dem Kehlen. Mit Monefschach, das Cheshben, ist das Kuf Yutes. Und Masbi, als da Samin Indien, was mit muss haben, der Inja soll sein, wie Schleimusse, muss man ankommen zum Kehle, zu einem Klolisain, ist nicht genug, was man hat als Protein. Und nachdem man nach dem Cheshben von den Minien, einer wird nicht rechnen in dem Kehle, wird demult fällen in Nikerainien. Wo der Pfarrer der Cheshben darf ki ihm hakele. Wo das Seche setzt man in Dima, wo der Rizal schreibt Pashtus als bei Gematria Kuf Chof. Wo se do der Biur, der Dima, Inyan a Dima, fahr sich nicht kein Inyan. Wo Haraye, se mehr nicht wie a Dover Ewer, a Shino, a Chezeir, wo man mocha Hawaii Dima.
wo der Pfarrer betracht, was ist der Linie von Dimo, der Linie von Dimo zu lieb der Tachlis, was ist da rauskommen von Kehlel von dem Dimo. Was ist Kehlel der Linie nach Dimo, als wie sie Chet, Misa belei Chet. Beneli, da darf man sich abwischen dem Chet, I duro dru, was dort der Dimo lief ich schon, kommt es zu der Meile, was der Chet wird auch gewischt, zu der Meile von Beile Tshuva, wo es all viele Sadikim Gmurim, wenn ich keinen Lamed schon. Wo der Pfarrer am sagt, Mocha Avaya Dima mal Kolponim, sagt es, das ist das Siyum Bidover Tei. Was ist der Dover Tei, wie der Dima ist im Hakele. Was war eine Mitzvah in der Dima, ist das nicht eine Mitzvah für sich. Wie der Rambam bringt darauf in der Halachische Basé, a der Inyen von Epech HaSimcha verbunden mit Dima, ist das ein Inyen von Tshuva. Azeve Yiacha Yiten Liebe. Benele wird der Tshuvaton, passend auf der Rambam mit Sifre Yada Chazoko, wo das Halach ist. A der Inyen von dem Inyen von Dima, wo der Pfarrer die alle Dinge verbunden damit, wie sie werden hergebracht in den Perik Lifna Asiyum, ist das Gedei soll sein der Derech zu der Tshuva, wo durch der Tshuva wird sein ein Chayit in der Liebe. Bischaß noch Chay, Eise Tshuva. Bischaß gefindt sich noch eine Schome Beguf, wenn mehrere Wörter Demos Denis, Nasalei, Kishgogis und dann noch Kizochis und dann noch, wie der alte Rebbe sagt im Loschen, Kizochis Mamosh, wo demut wird der Uftu von der Baal Tshuve, Legabe Tzadiki. Wo das ist der Tzad Shove von Seim HaMishne. Und Seim HaMesichte, der Mishne sagt, Adimo ist auch ein Mitzvah. Wo der Pfarrer dort alle Halachas verbunden damit. In der Schleische Yomim und den ersten Tag in Shiva Yomim, Schleishim Yom, Elf Chadoshim, Yotzet V'chulu. Das war aber eine Mitzvah, wo sie nicht in Aveda Tama. In Aveda ist Beis Hamikdash, gewinnt Kama Aveda ist, was haben sie gezählt in zwei Suge. Einer Suge Aveda, was Aveda Sheina Tama. Warum noch darf kommen noch an Aveda, Afal Piva, die Friedrich Aveda, Sechen Aveda Bemikdash. Mit allen Gdorim verbunden mit Aveda Bemikdash, aber nicht die Gdorim, was sie sind verbunden mit Aveda Tama. Und Aveda Tama ist schön nachher Aveda, und dabei bleibt es. Wo das sind die Mitzvahs, verbunden mit Dima und dem Kehlel, danach ist dort die Mitzvahs, sind verbunden mit Dima im Hakelel, wo da wegen drauf steht, Begole in der Gemorra. Der Ingen der Gemorra ist das, was steht in der Mishnah in Aloschen Ksora. Soll man das herabbringen, wie Hilford gesagt. Aber mit der Beweisen in jeder Mishnah, wo steht Beremes, die Dini, was Nisgalol Yachrize, und das, was die Mesichte Misayim, mit Beis HaMishto und Beis HaSimcha. Simcha shel Mitzvah, ist der Emese Mitzvah ist, und das, was kommt heraus von Dima. Im Hakelel, Bishas Mocha Avai Dima. Mal Kolponi wird demol sein, wie der Rambam im Misayim, Mesichte Hilchestein ist. A Yehovchu Yomi Melo, Lesosen und Lesimcha, und Lemeadim Tevim, weiter der Loshe Meir. Und Dima im Hakele ist wie Gematria Kuf Chov, wo das ist wie Gematria Meid. Auf Hunde Mocha Avaya Dima kommt man zu Meid. Dans le domaine de l'éducation, l'allumeur de réverbère, l'allumeur de lampadaire, c'est celui qui apporte de la lumière par l'enseignement et par la transmission des valeurs spirituelles du judaïsme. L'enjeu est vital. L'éducation juive, c'est le moyen d'éclairer
non seulement les esprits, mais également des vies tout entières. Bonsoir à tous, Brochim Abaim, bienvenue ici ce soir pour cette occasion solennelle. Une occasion solennelle qui nous réunit en effet, puisque nous commémorons aujourd'hui un homme qui a marqué de son empreinte beaucoup de réalisations, on peut même dire une période. Il s'agit de Rav Mesod, André Touboul, que tout le monde connaît. Il était le directeur de Bet Hana et sans doute l'est-il encore aujourd'hui par son esprit. Oui, nous venons de terminer les 11 mois, le Kaddish que ses enfants ont dit jusqu'à présent, et c'est une occasion. C'est une occasion non pas de dire tout ce qu'il a accompli, ce n'est pas le temps des éloges funèbres, ce n'est pas l'occasion de dire comme c'était un de ces hommes qu'on a du mal à remplacer et que chacun regrette, les centaines, les milliers d'élèves qui sont passés par cette école. Tout le monde se souvient de combien il était proche de chacun, de chacune, comment il a su faire grandir peu à peu cette belle institution qu'est aujourd'hui Bet Hana. Nos sages nous disent que les hommes de ce type, les chachamim si l'on peut dire, ici en matière d'éducation, n'ont pas besoin de monuments après leur mort. Un monument, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de rappeler sa mémoire. Alors nous disent-ils, eux n'ont pas besoin de monuments, ils n'ont pas besoin qu'on fasse grandir leurs souvenirs. Ce sont leurs actes qui le font grandir et qui le proclament d'année en année. Et plus le temps passe, plus cette notion-là, d'une certaine manière, s'approfondit. Alors ce soir, c'est ce que nous allons voir. Ce soir, à l'initiative de sa famille, nous avons demandé à des spécialistes d'éducation de venir nous parler. Eh oui, quelle est la noblesse de Rav Mesod, André Touboul? C'est justement cela, c'est la grandeur de l'éducation juive, à laquelle il a consacré sa vie, avec la réussite que l'on connaît. Eh bien, réfléchissons ensemble ce soir à l'éducation juive avec de nombreux spécialistes qui vont s'adresser à nous l'un après l'autre, et nous aurons véritablement honoré sa mémoire, bien plus que cela. Nous lui aurons montré à quel point son message est resté parmi nous, et c'est un message de vie. Les enfants grandissent, c'est nous tous qui continuons. Alors je vous propose tout de suite d'écouter quelqu'un de très connu, c'est le Rav Manis Friedman. Il dirige l'Institut Bet Hana, presque c'est le même nom, mais il est à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. C'est un homme connu parce qu'il a écrit de nombreux livres. Il a enseigné et il continue d'enseigner aujourd'hui, de faire de nombreuses conférences. Chacun le reconnaîtra, son phrasé, sa manière d'exprimer les choses et aussi sa faculté de faire comprendre des idées difficiles sont toujours surprenantes. Aujourd'hui, nous lui avons demandé de nous expliquer la notion même d'éducation. C'est cela qu'il va nous dire. Eh bien, comment fait-on pour élever un enfant? Oh, l'élever pas seulement au sens de l'éduquer, mais l'élever littéralement, c'est-à-dire le faire passer de degré en degré jusqu'à ce qu'il soit véritablement lui-même. Manis Friedman. We are here celebrating the life of a great teacher, a great educator who excelled in raising children to be good human beings, to be good Jews, to be Hasidim. What does it mean to raise a child? What does it mean to educate a child? What does it mean to bring up the next generation? And we use these expressions, at least in English, raise, elevate, bring up. What are we describing? Very basically, the words that we use are correct because every child is born with a certain condition. Every child has a personality. Every child has a temperament.
Every child has its pleasures, what it enjoys, what it loves, what it hates. It's not intentional. They don't choose what they love, what they hate, but it's a natural born condition. So that condition is the starting point. We're not starting with zero. In some way, that would be easier if every child was born with no personality and no temperament, blank, an empty page. And the parents or the teachers are then going to fill in that blank space with good ideas, with good values, with good morals, with good character. That would be easy. It's like a Mr. Potato Head. You can give it whatever face you want because it's blank. But it's not so. Every child is born with baggage, with a temperament, with a disposition, with a personality. Some children are angry by nature, and some children are happy by nature, and some children are stubborn by nature. Every parent knows it from the beginning of birth. So every child has already a given condition, a set of likes and dislikes and personality traits. Now you have to raise the child, literally bring him up to a higher level than the level that he's on. And that's true no matter how good the child is. You have a child who is so sweet and so cooperative and so thoughtful and so nice. There's nothing wrong. Why do you need to fix it? Well, you may not need to fix, but you also always have to elevate, to raise to a higher level. In modern times, we forget a little bit what raising a child is all about because we're so focused on health, physical health, psychological health. We're so worried about the child's health that we forget about their purpose in life, their morals, their values, which are much more important. So raising a child doesn't mean make him healthier. Unless, God forbid, a child is not well. But that's not raising, that's curing. Of course, if a child is not well, you have to find a cure. But what is raising the child? Raising means give the child a higher level of life than the one he has. For example, the pleasure that a child has from life. How does a child enjoy life? He enjoys life by tasting and touching. That's how he explores life, that's how he experiences life, and that's what he enjoys. So what is the pleasure of a baby? The pleasure is taste and touch. Those are the lowest of the five senses. Raising a child means give them a better pleasure than the one they're born with. Imagine a person is 30 years old and the only thing he enjoys is taste and touch. That would be very sad, very unacceptable. You outgrow it, but that process needs a little help. So it's true that even if you do nothing, your child will eventually develop a higher form of pleasure, and that is money. But that's because money can buy what you can taste and what you can touch. So it hasn't gone very far. Again, for an example, what is a higher pleasure than taste and touch? Music, rhythm, a good song, a nice tune is a pleasure.
In fact, it's a greater pleasure than taste and touch. And that's why you can't touch a tune. You feel it with your heart, with your higher senses, not with touch. And you can't taste it with your mouth. You taste it with your higher senses. Maybe that's why we sing songs at the table. It's a good custom. You sing a song at the table because you're just eating and you're enjoying the pleasure of taste, but you don't want to limit it to that. You want to remind everybody around the table there are higher forms of pleasure. And you don't even have to get up from the table. You can sing right there, sitting there. Now, if you can introduce music to a child, and the music becomes the child's new pleasure, you have raised your child. Literally, raised them from a lower level to the next level up. A child who enjoys music is ready to move on to the next step. What is a higher pleasure than music? The pleasure of good character. When we read stories to children about people who did something special, people who were very strong, people who were very kind, people who were very loyal, the pleasure that gives a child is even greater than the pleasure of music. So imagine reading a good story to a child with a little music in the background and popcorn. So now you have all three pleasures at the same time. The pleasure of a good story, good character, the pleasure of the music, and the pleasure of the taste. What would be the next step up after good character? The pleasure that comes from understanding, from intelligence. When you ask a child a question and they know the answer, you can see the pleasure on their face. It is a greater pleasure than all the others. If you could measure the degrees of pleasure, this pleasure would be the highest, the most intense. So not only is it a better pleasure, it's a greater pleasure. There's more pleasure in it. If you can measure it by the pound, it's heavier, it's greater. But you can't skip steps. If, for example, you teach a child the pleasure of intelligence before you teach them the pleasure of good character, that's not good. That's not healthy. You're going to have a very intelligent child who is extremely selfish, which is not a good combination. So you got to follow the steps. And that's what a good educator does. It's not just discipline, although discipline is a necessary tool. You don't want to raise a disciplined person. You want to raise a person with higher pleasures who will pursue, for the rest of their life, they will pursue higher pleasures than eating and being greedy and selfish. So if you follow the steps, you're guaranteed success. Something about today's children in particular. Today's children are much more knowledgeable about the world, about everything, than children once were. Today you cannot say to a child, "You should be seen but not heard. Just sit quietly
and listen to the adults talking. You can't say that anymore. You can't have that attitude. Children have questions, and they can't be dismissed. You have to answer questions. You have to speak to children from the age of 6 or 7 as you talk to an adult. You have to take their questions seriously. You have to take their objections seriously, because if you don't, they'll go off on their own path and find their own beliefs and their own lifestyle, and it may not be good. So today in particular, we need the sensitivity and the wisdom and the devotion of good teachers, good educators, who know how to speak to a child in this generation. It's a radical change. I mean, just like we can't spank children anymore, it used to work. It used to be fine. Now all of a sudden it's destructive. It doesn't work. So it's not just that some people came along and made a law that you're not allowed to hit children. No, the law comes from a fact. It doesn't work. It damages the relationship between the parents and the child, or the teacher and the child. That's why you can't do that anymore. You gotta notice what's working, what's not. So here's one of the reasons. When we were growing up, parents had all the authority in the world. Your father was your father, your mother was your mother. They had all the authority. It was known, it was recognized, it was a fact of life. Your father is the boss, your mother is the boss, and as long as they don't disagree with each other, you do what your parents tell you. There was no question. Now, when they're recognized as the authority in the home, then whatever they say is okay. They have the authority. Even if they spank you, well, they're the boss. They know what they're doing. So if they spank, then that's probably what needs to happen. It wasn't damaging. But imagine if parents no longer have authority. Today's children look at parents and they're not impressed. Who made you my boss? So now if the parents spank, it's completely destructive. Who gives you the right to spank me? The tragedy, of course, is that if the parents don't have authority, then of course they can't spank you, but they can't even criticize you. Even criticizing a child can be destructive. Why? You don't have the authority to tell me what to do, or to correct me, or to criticize me, or even to send me to my room, or take away my allowance. There's almost nothing the parents can do that the child doesn't like and expect the child to accept it. Of course, the worst thing is the child has no respect for the parents. The child has not accepted the parents' authority. So to gain authority over the child, the father spanks the child to show that he's boss. That's the worst thing you can do. It's like a stranger walking into the house and beating you up. You can accept that stranger as an authority? So you cannot become the authority by spanking or punishing or criticizing. How then do you get a position of authority in your own home, by your own child? When parents are confident in what they're teaching, the confidence is what gives them authority. And it's true everywhere.
You have adults sitting around a table talking about a subject, and one of them has confidence in what he's saying. Everybody will accept his opinion. Confidence, not arrogance. If you think you're right, you're just going to start an argument and everybody's going to disagree with you. But if you're confident that what you're saying is right, because it's coming from the Torah, it's coming from God himself, then you have the authority. Today's parents, unfortunately, are not confident. They read books on how to raise children, they hear all sorts of ideas, and then when it comes to talking to their child, they're uncertain which approach to take, what method to use, which book to believe in and to follow. And the children immediately feel that, and they lose the respect, and parents lose their authority, and then everything falls apart. So the best thing you can do for your child is to know what God expects of the child, what God expects parents to tell a child, and then say it with confidence. At the very least, are you confident in what your parents told you? If you are, then you can repeat it to your children with confidence. And then you have a family structure. The parents are parents and the children are children. That's like a child is taught that he's not allowed to sit in his father's chair or his mother's chair. What does that do? It confirms, it makes it real that the child is the child and the parent is a parent. You can't sit in your father's chair. What does that say subconsciously? That the father is higher, the father is more important, the father is to be respected, and the mother, and therefore you can't sit in their seat. You can't call them by their first name. You're a child and they are parents. That sets the tone for everything that happens in the home. And that's powerful. I was visiting someone in their home, and their 12-year-old daughter came into the room and said, like a typical 12-year-old, with that critical, whiny tone, she said, "Dad, are we going or not?" And the father said, "Ask your mother." And the daughter said, "I asked her. She said to ask you." And that tone was so lacking in respect, so inappropriate, that without thinking, I said to the daughter, I said, "You know, you're not supposed to refer to your mother as she. You're supposed to say mom, not she." Later that night, the father called me and said, "You don't know what you did to this family." When the brother came home, who was a year younger, he heard the daughter say to the son, to the brother, "You know you're not supposed to say she about mom." And the entire atmosphere in the home has changed. We have now become a family. So these are the principles of education, of raising children, of bringing up children. I don't know how you say that in French, but I'm sure there's a similar expression. This is a great teacher. This is a great educator. And we can have really great kids who will give us nothing but pleasure and make life worth every pain and every ache. Because when you have a little pride in your children and you see them do good,
It makes up for everything. Merci Rav Manis Friedman, nous saurons tirer tout le parti de ces enseignements précieux. Et maintenant j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter un très vieil ami de Rav Mesot Touboul et de moi-même, Monsieur Patrick Petit-Ohaillon. Alors on le connaît. C'est un homme qui a de hautes responsabilités pédagogiques. Il est directeur du département éducation au Fonds social, au FSJU. Il anime à ce titre le réseau de l'enseignement juif en France. Il a été toujours aux côtés de ceux qui défendent cette grande idée qu'est l'éducation juive. Lui-même est un pédagogue éminent. Il a écrit une dizaine de livres, tant sur la pédagogie que sur la pensée juive, et il dirige même la revue Amoré, qui est la revue de l'enseignement juif francophone. Alors, pour tout cela, et surtout comme on l'a dit, parce qu'il est un proche, il est un ami, qui a toujours été à nos côtés pour que les institutions scolaires se développent, et à ce titre, un ami de Rav Touboul. Et bien pour cette raison-là, c'est pour nous un grand plaisir, un privilège de lui demander de nous adresser quelques mots et de développer devant nous sa vision. Monsieur Petit-Ohaillon. Leilou Nishmat André Mesod Touboul. C'est extrêmement émouvant de prendre la parole en hommage à André, parce que sur les questions d'éducation, il avait une position tout à fait attachante. Il avait de nombreux élèves dans ce groupe scolaire qu'il dirigeait depuis des années, Betrana et Betrayamouchka, mais plus que tout, il se préoccupait de chacun, et des personnalités de chacun, d'évolution de chacune des âmes qui lui étaient confiées, plus que d'une réussite plus scolaire, etc. Et donc cette réflexion que je vais développer aujourd'hui va, à mon sens, tout à fait dans son sens et son approche. On entend souvent recommander aux parents d'apprendre à dire non aux enfants. Et c'est vrai que le non est quelque chose de cadrant, quelque chose de formateur. C'est rassurant pour les enfants parce qu'ils savent, ils apprennent à travers ce cadrage parental ce qui est bien pour eux et ce qui est moins bien pour eux. À partir de ce moment-là, ils peuvent grandir dans un espace délimité qui évite le tournis face au flou. Mais en réalité, ce cadrage, il est surtout nécessaire pour des parents qui auraient tendance à dire oui de manière spontanée. Or, il me semble qu'il y a deux oui qui sont des faux oui. Il y a ce qu'on pourrait appeler le oui de lassitude. Celui qu'on dit à un enfant lorsqu'il a tellement insisté que finalement on a envie d'avoir un peu de calme, un peu de tranquillité. On n'a pas envie de le contrarier complètement, donc on veut, par de guerre lasse, on finit par dire oui, mais c'est un oui qui n'est pas authentique. C'est pas un oui réfléchi, c'est un oui impulsif. Lorsqu'il faut que sa demande pressante s'arrête et qu'on a envie de passer à autre chose. Le deuxième oui qui n'est pas authentique, c'est le oui de peur. On va dire oui à un enfant ou non à un enfant parce qu'on a peur pour lui. Alors du coup, il est dans une relation de surprotection. On va dire oui, ça c'est possible, fais-le, vas-y, avance. Mais en fait, c'est pour éviter des dangers. Or, le fait d'éviter des dangers à un enfant, ça l'empêche de grandir. Ça l'empêche de se confronter à la frustration du non. Ça l'empêche de se confronter à la réalité qui n'est pas toujours à l'écoute de nos envies et de nos besoins. Donc ces oui, du coup, sont pas vraiment authentiques. Et face à ça, alors il est peut-être préférable de dire non parce que ça va être plus formateur. Mais il y a un autre oui. Un oui qui est un oui créatif. Un oui qui est réfléchi. Qui est, lorsque je n'ai pas de raison valable de dire non, pourquoi ne pas dire oui? Pourquoi reporter à un autre moment la possibilité de faire des choses avec ses enfants? De leur lire un livre, de jouer avec eux, de les emmener avec nous, faire des courses,
des moments de la vie quotidienne où on aurait peut-être envie de dire non parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps, parce que il faut toujours faire passer d'autres valeurs qui sont des valeurs économiques ou des valeurs professionnelles avant les valeurs familiales. Et du coup, ce oui qui pourrait être le oui d'une rencontre, le oui d'un temps partagé, on va le transformer en non. Et ce non va être une fermeture, une coupure. Bien sûr, dire oui, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque d'assumer une responsabilité différente. C'est prendre un risque de la créativité de l'enfant, parce qu'il va peut-être faire des choses que nous n'avons pas prévues, qui ne sont pas cadrées. Mais en même temps, il ne s'agit pas de dire un oui qui le mettrait en danger inutilement. Il ne s'agit pas de dire un oui qui serait opposé à nos valeurs morales, sociales et familiales. Il s'agit d'un oui pour permettre à l'enfant de s'exprimer, de sentir qu'il y a un espace pour l'expression de sa personnalité et que sa personnalité n'est pas forcément identique à la nôtre, que sa personnalité peut être complètement originale. Oui, c'est un oui créatif, un oui qui va ouvrir le champ des possibles et qui va permettre à l'enfant d'évoluer dans un cadre où il a le sentiment de s'épanouir parce qu'on écoute ses besoins, on écoute ses envies et on le laisse en partie, pas totalement bien sûr, sous contrôle, même à distance, mais en partie exprimer son sens des responsabilités et le chemin qu'il veut se construire dans la vie. Ce oui-là est plus risqué, mais plus authentique. Et pour illustrer ce propos, je voudrais revenir sur deux concepts, deux sphères de la halacha, de la loi juive. Le premier, c'est celui du Shabbat. Quand on enseigne le Shabbat, on a tendance à dire « voici ce qui est interdit, les travaux qu'on ne peut pas faire, telle activité dont il faut se préserver pendant Shabbat ». Mais on oublie que le concept même du Shabbat est appuyé sur deux verbes. Zachor, souviens-toi, qui entraîne à une action, à quelque chose de positif. L'exemple clé, c'est le Kiddush, qui est fait dans « souviens-toi du jour de Shabbat », donc sanctifie-le par un acte positif. L'autre, c'est Shamor, garde, protège le Shabbat pour t'éviter une transgression. Il est bien clair que c'est dans ce champ-là du Shamor qu'on instruit le plus souvent les enfants. Pourquoi ? Parce que les actions interdites sont cadrées. Il y a 39 melachot, 39 types d'activités qui sont interdites, avec des extensions, avec des précautions, donc il y a un champ juridique extrêmement développé. Mais ce champ n'est pas le seul du Shabbat. Dans le Zachor, dans le souviens-toi, il y a d'une part des actions positives et d'autre part tout un champ d'actions possibles qui ne sont pas codifiées. C'est un temps de prière, c'est un temps d'étude, c'est un temps de rencontre avec les siens, avec des amis. C'est un temps de vie, un temps de joie, dans lequel on doit avoir la possibilité d'exprimer sa créativité là aussi. Bien sûr dans un cadre, parce qu'il y a toujours un cadre dans la vie juive, parce que c'est un cadre qui va nous permettre de nous élever. Mais en même temps, il y a plein de oui possibles qu'on oublie d'enseigner au moment où on va parler de Shabbat. On parle d'un oneg, on parle d'un esprit, mais du coup on a retenu la lettre du Shabbat et on en oublie bien souvent l'esprit, ce qui fait que le Shabbat peut être ressenti par certains comme étant une sorte d'enfermement. On a en tête la liste de toutes les actions qui ne sont pas permises, mais on oublie de décliner toutes les actions qui sont possibles ou qui sont même recommandées. La deuxième sphère où cette confrontation avec le oui et le non s'exprime de manière flagrante, c'est la cacheroute. Or, à propos de la cacheroute, on le sait, il y a des animaux permis, il y a des animaux interdits, mais on sait bien que là aussi, la liste des interdits va être souvent prégnante parce que c'est celle qui est la plus claire, la plus développée par les décisionnaires. Mais en même temps, quand on regarde la Gemara de Cholin 99a, on trouve une discussion entre Rav Nachman et sa femme. Et d'emblée, la Gemara énonce la chose suivante. Pourquoi la Torah interdit-elle tout ce qu'elle permet par ailleurs ?
Il y a tout un ensemble d'exemples qui sont rapportés dans cette Gemara, mais j'en citerai simplement un seul. On le sait, la consommation du sang est interdite. De ce fait, la partie du corps humain qui est la plus gorgée de sang, c'est le foie. Donc on pourrait considérer que le foie est interdit à la consommation parce qu'il est plein de sang. Or, on nous enseigne que si on prend du foie et qu'on le fait griller, à ce moment-là, le foie est permis. Ça veut dire que lorsqu'il est grillé, le sang est quand même encore en partie dedans. Il n'est pas complètement sorti. Mais il y a une modalité de sang lorsqu'il est grillé qui est permis à la consommation, alors que le sang, sans être grillé, ne serait pas permis à la consommation. Il y a donc bien là l'indication d'une modalité de permis à l'intérieur de l'interdit. La femme de Rav Nachman lui pose alors cette question à la fin de ce passage de la Gemara. Alors je veux manger Bassar Bechalav. Que répond Rav Nachman? Comment pourrait-il d'emblée dire à sa femme, oui, tu peux manger Bassar Bechalav? Or il y a une modalité qui est possible, qui est permise. Et c'est ce qu'il lui propose. Il lui dit, tu vas aller chez le boucher et tu vas demander un pis de vache et tu vas le faire griller. Le pis de la vache, comme le foie pour le sang, c'est l'organe de l'animal qui est empli de lait. Et pourtant, un pis de vache grillé devient permis. On a l'impression que c'est encore du bassar bechalav, alors que pour la halacha, ce n'est que de la viande à ce moment-là. La Gemara cherche à nous enseigner qu'il n'y a pas d'interdit absolu dans la Torah. C'est-à-dire que ce qui est interdit, c'est une modalité. Ce n'est pas le plaisir qu'on va obtenir qui est interdit en soi, sous toutes ses formes. Non, il y a une forme permise et il y a une forme interdite. Il y a une forme qui va considérer que si je transgresse comme c'est interdit, alors je me coupe d'Akadosh Baruch Hu, mais si je change la modalité, alors je prends en considération la présence et ma relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est parce que l'interdit a une particularité. C'est qu'il renforce le désir, il pousse à la transgression. La nature humaine est ainsi faite. On a plus envie de ce qui est interdit. Et la Gemara, un autre passage, nous enseigne bien que les eaux volées désaltèrent plus qu'une eau normale. Dès qu'il y a une dimension d'interdit, on a l'impression qu'il y a un plaisir qui va être supérieur, en tout cas depuis que le temple est détruit. Donc il y a une modalité qui est interdite. Si l'interdit était absolu, alors il renforcerait le désir, il renforcerait d'une certaine façon la transgression. Le fait de dire il y a une modalité qui est permise permet à l'homme de s'exprimer, de s'épanouir, de s'élever dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il est facile d'interdire de manière large, mais d'une certaine façon. On interdit également de vivre parce qu'il n'y a plus de place pour la personnalité humaine qui doit être un être authentique et responsable dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Savoir qu'il y a des modalités permises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des oui, c'est permettre à l'homme, à l'enfant de grandir dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. On le voit bien. Les patriarches n'ont pas cessé de dire oui. Oui à Akadosh Baruch Hu. Oui, même s'il faut aller sacrifier mon fils, nous dit Abraham, j'y vais parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui demande. Parce que dans ce oui, il exprime sa personnalité, il exprime son être profond. Il devient un être responsable qui est susceptible d'être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Donc, sachons interdire lorsqu'il le faut. C'est-à-dire parce qu'il y a des barrières qui sont nécessaires au développement de notre identité et de notre identité juive particulière. Mais sachons permettre, lorsque cela ne va pas à l'encontre d'un interdit, sachons ouvrir à la créativité, au développement de l'humain, pour qu'il devienne pleinement responsable, partenaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est le oui qu'il attend de nous et pas tellement le non. Merci, M. Petit-Hayon, pour votre intervention. Alors, changeons de pays. Changeons de pays, au moins intellectuellement, et c'est véritablement enrichissant. Nous allons pouvoir écouter maintenant Rav Yosef Chagalov. Qui est-il? C'est un psychologue,
qui est psychologue diplômé depuis de très nombreuses années. Il a même une clinique à Minneapolis, dans le Minnesota. Et il consulte à Brooklyn, à New York. Sa préoccupation, les enfants, les adolescents, l'éducation. Eh oui, il a commencé par se pencher sur les désordres de la personnalité et a pu ainsi traiter de très nombreux cas. Aujourd'hui, il consulte dans tous ces domaines, tout ce qui tourne autour des jeunes, des enfants. Alors ce soir, il a choisi de nous parler de ce que les psychologues appellent la rivalité fraternelle. Oh, qui n'a pas connu cela? On a plusieurs enfants à la maison, et puis les enfants, frères et sœurs, frères ou sœurs, ne s'entendent pas, ils se disputent, et parfois les disputes prennent un tour vraiment très préoccupant. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être verbales, mais elles sont toujours très négatives, et tout cela porte atteinte à l'épanouissement de l'enfant. Eh oui, alors il faut apprendre à regarder cela dans une éducation complète. Il faut apprendre à le regarder comme un psychologue peut le regarder, qui aide les parents par des conseils très concrets. C'est sans doute la grande qualité de Rav Shagalov, ce sont les conseils qu'il peut nous donner. Alors, je vous invite à lui donner toute votre attention. Rav Shagalov. Hello, my name is Dr. Yosef Shagalov, and I am honored to do this presentation in honor of the director of Beit Chana School, Rav Masod Ben Shlomo Zechrono Livracha. We're going to talk today about children, siblings who struggle with one another, fight with one another. Generally, this is referred to as sibling rivalry. The information I'm going to share today is not my own. It's generally available on the internet, and I have adapted it for the purposes of our community. So first, let me talk a little bit about the history of sibling rivalry. As we all know, sibling rivalry is something which happens in every single family. It happens all the time. As long as there are two siblings, as long as there's a brother, two brothers, or a brother and a sister, they are probably going to fight with each other at a certain point. We find by Yitzchak and Yishmael, there was sibling rivalry, as the Pasuk says, by Yarsam Metzachik, it says that Sarah saw them fighting, playing with one another, sibling rivalry. We see the same thing, of course, by Yaakov and Esav, and of course we see it with the brothers of Yosef, as they fought with Yosef, which led Klal Yisrael to go down to Mitzrayim. And so, the story of sibling rivalry, of brothers and sisters not getting along, is central to Yiddishkeit in the Torah. But, we look in Parshas Vayera, we can see in a nutshell what our response needs to be to this difficult situation. We see in the beginning of the Akedah, HaKadosh Baruch Hu comes to Avram and he says, Kachno es bincha es yechidcha asher ahavta es Yitzchak. What does he say? Three things. Kachno es bincha es yechidcha asher ahavta es Yitzchak. These three things, bincha, yechidcha, asher ahavta, teach us an important lesson, how we are supposed to be misyaches, how we're supposed to relate and deal with our children to avoid sibling rivalry. Kachno es bincha, HaKadosh Baruch Hu says to him, take your son. What does Avram answer him? Avram answers, both of them are my son. A son means he has a parent. The job of a father, of a parent, is to let the child know that he is the parent and that they are the child. In other words, that he has the authority and that he sets the guidelines. That's Kachnas Bincha. Show him that you're his son. The next statement is Es Yechidcha. It's not enough that he's son. You have to show him Es Yechidcha. He's your only son. He's special to you. He's different than everybody else. He has his own unique personality. Then it says Asher Ahavta, the one which you love. Because true love from us as parents to our children, we love our children equally. We love them exactly the same. We don't love one more than we love the other. But to the child, when the child sees that we love each child equally, he doesn't feel special. He needs to feel this ash es yechidcha. He needs to feel that he's special, that he is recognized for his specific milas, for his specific values.
When a child feels that he is loved by his parents and that his milus, his spleen, has something special, his milus are recognized, and he doesn't need to be exactly like everybody else. That's the way we avoid sibling rivalry, and I'll talk about that in detail in a few moments. So when is sibling rivalry? When do we know that we have a big problem on our hands when children are not getting along? So as we said earlier, children fight all the time. They fight in the morning, they make up in the afternoon. When that occurs, we can look at that as something natural, and there's really no reason to intervene. Sometimes we even need to look away when we see that, even if it looks harmful or uncomfortable to us. As long as overall they get along on a general basis, most of the time it's best to look away, not to get involved, not to try and tell them to stop. When is it a serious problem? When the fighting looks poisonous, when there are more hurtful moments and not many happy moments between the children. And you see, it's more than just a once-in-a-while thing. Even if it gets vicious or they use hands once in a while, if you can look away, best to look away. But if you see that they're becoming poisonous and that one of the children or both of them are continuing this too often, and then there isn't much happiness between the two of them, you know you have a problem. Also, when there's continuous violence, when one child is getting really hurt by an older sibling or by a stronger sibling, and you notice it's hurting them to such an extent that they can't function because of it. When somebody is being affected that they cannot do their regular activities. For example, when you see that two siblings so don't get along with each other that one of them is upset about going to school, they don't want to daven, they don't want to other things, because you can see that they are bothered by the argument, they are bothered by the discord to such an extent that it's interfering with their day-to-day life. And that's when, of course, we need to intervene. It's important also to recognize that children don't always show the pain of sibling rivalry. I have spoken to many clients, many people, who have told me that their rivalry and the fights and the arguments which went on between them and their siblings affected them for so long into their adulthood and actually had a big impact on how they saw themselves and their own self-esteem. So sometimes we can't see sibling rivalry, but it's important to look out for it if we can see it, especially if it's the kind which is long-lasting and doesn't go away. What do we as parents do when our children fight? So it's important to know that knowing when and how to intervene in the day-to-day fights can make a big difference in how your children relate to each other. As parents, we are faced with the task of helping each of our children accept and appreciate the differences in their brothers and sisters. How do we do this? How do we teach our children to recognize and appreciate the differences in their brothers and sisters? We do this by modeling ourselves how we appreciate each one of them for their differences. When we notice their differences and we speak proudly about those differences, they learn to do the same thing. You see, because children need to feel that they have something to offer. They need to feel that they don't have to be exactly the same as the other ones. Equal doesn't mean the same. When we say we treat our children equally, it doesn't mean we treat them the same, exactly the same. It means we give them, each of them, what they specifically need. One child may need one thing, another child may need something else. When we treat children equally, we mean in terms of we give each one of them what they need to grow. We compliment them for the things which they have. And we're allowed to tell this to our children. And it's important that we do say this to our children. And these are the words we can use. In our families, everybody's equal. That doesn't mean that they get exactly the same thing. It means they get what they need. You do well in school. He doesn't do well in school, so we do with him something which he can do well at, etc. This is what we mean when we say we treat them equally, meaning we give each one of them what they need. Even in healthy relationships, personality, age, gender,
and the temperament, meaning the personality style, all play a part in how siblings relate to one another. Finally, even the most loving brothers and sisters have bad days and conflicts, and kids don't have the ability to know it's not necessarily their fault, or it's the other person, or that it's the other person's fault, or the skills to work out the differences. At the same time, it is possible for your children to be friends, and your parenting can even prevent and transform sibling tensions. So, what are the factors, what are the reasons which affect brothers and sisters from getting along? There are several things that can affect how well your children get along with each other, including the size of your family, whether it's a blended family, and each child's position in it. And here are some examples. Children close in age might have more struggles than children further apart in age. Children of the same gender might share more of the same interests. However, they may also be more likely to compete against each other because they see themselves vying for parents' attention. Middle children, who might not get the same privileges or attentions as the oldest or youngest child in the family, may act out to feel more secure. Children whose parents are divorced or remarried may feel driven to compete for the attention of their parents, especially if step-siblings also live in the home. As your children get older, the way they interact is likely to change. While younger children tend to fight physically, and they have the sibling rivalry with physical fights, older children are more likely to have verbal arguments. Competitiveness between siblings typically becomes worse between the ages of 10 and 15. However, sometimes, if it's not addressed properly, sibling rivalry can continue into adulthood. Sometimes that takes the form of constant arguing. Sometimes it takes the form of totally separating, not wanting to have to do with each other. Even oldest children will often, or sometimes I should say, will sometimes get into fights with the younger children because they feel, especially with the youngest child, because they may feel the youngest child is getting attention from the father. What I have noticed is that parents define the attention they give their child and whether they treat a child specially based on their perception. But I think that's a problem when it comes to parenting. It's very difficult and it's not healthy to judge whether you're treating a child differently based on your own perception, because our perception is sometimes not what our child sees. Our child might feel that the fact that you're smiling at another kid's joke means that you like him better, that they're not funny. After you smile at that person's joke and they feel insecure, they are likely then to bother that child because they feel that the attention has been taken away from them. So simple things like that are things we need to keep an eye out and we need to respond to them. So what steps can we as parents take to improve sibling relationships? Number one, respect each child's unique needs. Many parents think that they're doing their children a service by treating them all the same in the name of fairness. However, treating your children treating your child uniformly isn't always practical. Instead, like I said earlier, focus on meeting each child's unique needs, especially when these qualities represent a contrast to the strength of a sibling. In other words, help your child recognize and appreciate the positive side in them being different. For example, one child will be academically very good, another child might be humorous, another child may be something else. Make sure to compliment them. If you notice you complimented one child about something, find a way, not immediately, but later on or different time in the day, to give the other child some attention for what they do well. Sometimes a kid who feels like he's not getting attention can be very difficult to find something complimentary to say to them. But do your best to go out of your way, find something, whether it's their humor, whether it's their smile, whether it's their sitting quietly, whether it's the fact that they tolerate their sibling and they haven't fought with them. That's a compliment you can give them. I really respect the fact that you
have so much self-control, and you see your brother getting A's in school, and you don't get always A's, that's a tremendous positive thing which I see about you, and I'm really proud of you for it. What you're doing is you're turning something which they're struggling with into something you can recognize as something special they have. How much more so if you can praise them for something else? I believe that every child needs to have something which they are good at or which they like to do. When a kid doesn't do that well at academics, they tend to suffer a lot. It's our job to find something else which they can do which makes them feel good. Whether it's drawing, whether it's they're riding their bike, whether it's singing, whether it's gymnastics. Find something which this child who doesn't do so well can excel in. For example, a highly organized child who prefers a predictable schedule could be a big help when you're deciding what kind of chart or calendar would work best for keeping track of family activities. A creative child who loves spontaneity could help come up with ideas, last-minute family trips and things like that. You can have some kids who you can praise because they can organize, some kids you can praise because of the way they set the table so well, some kids because they're quiet, some kids because they're loud. But finding something to point out to make them feel special and noticed. Next thing is avoid making comparisons. Comparing your children's abilities can make them feel hurt and insecure. Avoid discussing the differences between children in front of them. When praising one of your children, describe his or her action or accomplishment rather than comparing it to how his or her sibling does it. For example, why do you give me such a hard line about brushing your teeth? See how your sister just opens her mouth? You may think you're motivating your child, but what your child hears is that the sister is better and you love her more. Just set whatever limits you need to without referring to their brothers and sisters. Even positive comparisons can backfire. When you say, I wish your brother would just sit down and do his homework with no fuss, just like you do, that can backfire because that's something he might pick on his brother to do. Your daughter thinks, I'm the good kid, so mom loves me best. She's also now invested in you continuing to see the other child as the bad kid. Because you said something good about her, she's going to walk around and she's going to feel positive, and she's going to use that against her sibling when the sibling does something well. Set the ground rules. What does it mean, set the ground rules? That means let your children know what you expect from them, what you consider acceptable, and what you consider unacceptable behavior when it comes to interacting with each other, as well as the consequences of not following the rules. Let both of them know, and let everybody know what will happen if you see them fighting, so that you're not just picking on one and deciding who's right and who's wrong. Let them know up front what behaviors have crossed the line, especially when it comes to a sibling rivalry. Hurtful words, physical actions, breaking things, etc. Let them know when you will be getting involved, then stick to it. Don't get involved in their battles. Now, what does it mean, don't get involved in the battles? Encourage your children to settle their own differences. While you might need to help younger children resolve their disputes, their arguments, you can still hold yourself back from taking sides. Try to solve the issue. Don't try to solve who's right. In other words, your job when you see siblings fighting is not in front of them to decide who's right and who's wrong. Separate them, and if you can, try to enforce discipline to both of them together. That way, often you avoid the fight. Later on, if you're talking to one of them individually, you can then talk about what happened. You can focus on that. When you discipline your children, avoid doing so in front of others, and sometimes even try and avoid disciplining them in front of each other. You can stop an argument, obviously, in front of them when you need to, but the discipline do separately, so privately, for two reasons. Reason number one, when you do it in public, it causes shame. And when you do it in front of the other sibling, it causes shame. And if you say something, it makes the other one up his brother or
her brother or her sister, something like that. And the second reason is because when you speak to them privately and you say, look, I want to talk to you privately about what happened, even if they don't respond well, what you are doing is you're teaching them respect. You're teaching them that when you have something you have to talk about, which is uncomfortable, when you're disciplining, you do it in private. When you do it in public, it can cause shame and embarrassment, which you don't realize. When it's possible, take your child aside to discuss his or her behavior. Also, avoid using nicknames for your children that might perpetuate sibling rivalry, like, say, slowpoke or smarty pants or something like that, because if you make it say something like that, your children are likely to copy it and use it against each other. Or repeatedly blaming one child for sibling disputes, for turning on one of them and saying, why do you always cause such trouble in the family? If you're doing it in public, if you're doing it in front of another sibling, they're going to use that against him. And often, a smart child will set up another child who's not so smart to look like the one who's causing the problems. Help problem solve. Now, problem solve here means simply teach your child how to get over the disputes and find easy ways to work with one another. If your children can't resolve a disagreement by themselves, or they routinely fight over the same things, help them develop a solution. For example, if you have young children who have trouble sharing, encourage them to each play with their own toys or plan activities that don't require much cooperation. Don't force your children to get along if you know that this may cause sibling rivalry. For example, listening to music or playing hide and seek. If your children battle over gadgets, help them create a weekly schedule. Try and figure out with them long-term so that they don't have to just share. Explain the consequences of not following the schedule. Say to them, if you don't follow the schedule, this is likely to happen. I want to talk about something else which I think is very important, and that is private ownership. A lot of parents will say to the children, it's yours, but you have to share. And I think that part of this is we've got to be careful about this because it can lead to uncomfortable things. Tzedakah is what is mine is yours, but not what is yours is mine. It says in Pirkei Avos. I know it says in Hayom Yom, was is mine is deine, was is deine is meine. When we're trying to raise children, and we say to children, you've got to let him use it if he wants it. That's true. That's what children need to learn. But they don't learn it simply by us saying, you've got to share it. Let your child play with it. Actually, by saying to your child, this is yours, and I hope that you'll be willing to share it with your sibling. Sometimes he can say no. Sometimes he can say yes. When a child feels that something is his, he takes pride in being able to share it. And when he shares something, he feels like he's doing something good. When we force a child to take something which is theirs, and we say to him, you have to let him use it whenever he wants to, or you got to let him use it half the time, he's not sharing. He's losing ownership of something. And when he loses ownership, there's no pride. And when there's no pride, unfortunately, there's no motivation to do it again, and that can lead to sibling rivalry. Because on some level, each child knows that what is theirs belongs to them. They want to have the ability to share it, and we need to teach them to share. But by forcing them to share all the time, we're not teaching them the basic emotion, the basic feeling of what it means to share something and to feel the goodness and to feel the mitzvah of sharing. We're just forcing it upon them. When they become older, they'll say, I don't want to share it anymore. Now I'm a balabas, nobody's going to tell me what to do. I'm not going to share. Accept equal goals, not equal paths. And this is similar to what I said before. Conflict often begins when a child feels she's being treated unfairly. She may find it difficult to understand why your expectations may be different for her than for a brother or sister. Let her or him know that you expect the same outcome of every child, which means the same effort. But she and her siblings may have a completely different way of doing what they need to do.
Tell the kids what you're looking for. Hold the kids accountable. For example, you and your brother both need to put your toys away when you're finished. But the way they put them away, the way they do it exactly, is obviously not going to be the same. This one may take a little longer, this one may take a little shorter, and things like that. Listen to your children. Now, when I say listen to your children, I don't mean just listen to them when they talk. Find time to listen to your children. Because remember, what underlies sibling rivalry is a child feeling that he's not getting the same attention from his parents as the other children. Or, for some reason, that one child has stolen the attention from him. We see that a lot with older children. When a second child comes, the older child feels that he's lost his position. And that can go on for an entire lifetime, where an older sibling can feel like a younger sibling stole the limelight away from him or from her. That's why it's so important that we listen to our children. Let them know they're allowed to feel frustrated. Allow your children to vent even their negative feelings about each other when they do it privately. You don't have to say you can't feel that way. I hate my brother, da-da-da-da-da, I hate my sister. Don't say to them you're not allowed to hate your brother, your sister, because they do. What you can say to them is, I understand how bad it feels. What can we do about this? Often is what you can say. Or you can say, yeah, I know sometimes, even though it may not be the right thing, this is sometimes how we feel. Remember, your child will grow out of these things because they are influenced by their school, they're influenced by what they learn in Cheder, what they learn in school. They are not going to turn in Rishonim just because you said, yeah, I know, sometimes we feel this way. Sometimes we don't like our siblings. Yosef's brothers didn't like each other. It makes them feel okay, and therefore it makes them be able to deal with it and talk about it, give you the opportunity to intervene. Respond by acknowledging their feelings. If you have siblings, yourself, share stories of your own childhood conflicts to let them know what's going on is normal. And what you will find is, often this itself will help them be able to resolve it and be able to move on. Now, here's another thing which is good. Family meetings. Consider holding regular family meetings to give your children a chance to talk about and work out the sibling issues. Sometimes it could be family dinners. Also provide opportunities for talking and listening at a family dinner during the week usually. You can give them the opportunity, what's going on. Ask them, if you have any concerns, say one good thing about your sibling and say one concern which you have, and let them do it. And give them, when they talk, don't let anybody else talk to them. This is this person's time. Telling them they must love their siblings rarely works. It just teaches your children to do what you want to hear, but doesn't show them how to do it. They learn that by the way you work things out, by the way you love them, they learn to love one another. Be an example. Model the behavior you expect from your children. Your kids are watching how you handle the stress of living with those who you don't like and those who don't like you. And they do the same things you do. You may have chosen a spouse who's pretty opposite of you on a day-to-day basis. No matter how much you love that person, the difference can quickly become more annoying than refreshing. This fact gives us an opportunity to model appreciation of how our differences complement one another and make our relationships stronger. For sibling relationships, it's important to foster friendly behavior in your children to help create a more harmonious atmosphere in your home. In other words, how are you getting along with your spouse? How is your spouse getting along with you? That's modeling behavior. Now, of course, this doesn't mean that when we see our spouse doing something which we don't like, we tell them, hey, that's bad parenting in front of the kids because we want the kids to learn how to have good parenting. No. When we interrupt the spouse, when we criticize a spouse for what we think is their bad behavior, we're actually teaching our children to criticize each other. Best is accept it with a smiling face, deal with it later, specifically not in front of the children,
So children learn also the concept of forgiveness, vatranis, overlooking a problem, and things like that. Teach problem-solving skills to your children. Coach the children in acknowledging their feelings and wants, then set limits. Teach them alternate ways to problem solve. This means that rather than jumping in to punish your child when she bothers a sibling, coach the other child to stand up for himself. Sometimes say to him, do what you need to do. Speak up for yourself. Take it back. Also, if you always defend one child, the other child becomes convinced you love the sibling more. And sibling tensions get worse. Instead, coach both children to express their needs and back them up as necessary. Now, of course, if you have one kid who's violent all the time, you don't want to teach the other child to be violent either. But sometimes you have a little brother who's bothering a big brother, and the big brother does something violent. It's a small thing, and you stop them. But when you stop them, you're also interfering with the natural course of things. The younger child might be bothering his older brother or sister, and that's the only way they know to stop him. It doesn't mean it's right. And overall, if it creates a pattern, you got to intervene. But if it's once or twice, sometimes it solves the problem which is going on. Older brothers want respect once in a while, and sometimes they may do something which is extreme to get it, and it may solve the problem. When it happens once in a while, you're best off pretending you didn't see it. If you tend to see it, and it's violent, you can pull them apart. Teach them turns instead of sharing all the time. Don't try and force them to share something which causes too much difficulty. Teach them he can use it for a while, and after that, you can use it for a while. Help them figure out how to share this object, not by using it together all the time, but giving each one of them a turn. Of course, like I said earlier, I'm talking about things which belong to the family, or even things which belong to one of them, but the fact that they can share it is part of the rules. Look for team opportunities is a big help also. Team opportunities mean try to create ways that you can use the family as a team. Let me give you an example how I would do that in my home. Let's say I've got siblings at home, children at home, and younger ones and older ones, and I want to teach them how to share. I may call them together and I may say to them, I'm going to build this bookshelf. And here's what I need. I need you to help me with a hammer, maybe an older kid. I may even let a younger kid do part of it. You do this part, you get this from mommy, you get us the drinks, you do this, you do that. And by giving each one of them a specific job, when the bookshelf is built and it's in the house, you get to say, look what we did. You can turn to mommy, you can turn to Tati and say, look what we did together. We did this together. Sometimes they can't all do the same task, but give them a task which matches their thing and remember to praise them for it. That's a team opportunity. Another team opportunity is possibility of going on activities together to the store, giving one of them to do one thing, give another one to get something else from the store, so they're all doing something different. Respect personal space. Don't force unrealistic togetherness. Make sure your kids get enough personal space. Siblings have to share parents, toys, family time, and the spotlight, which is a lot to share. Sharing a room, which most of us have to do, can bring kids together, but it also can be just too much sharing. Sometimes there's one kid in the family who can't tolerate it. For some reason, it's just too much. He can't do that, too anxious, or just he's more of a private person. He may need, or she may need, their own space. And sometimes there's nothing wrong with that, having them have their own space in some way. If you can't give them their own room to sleep in, give them their own personal space to do their work and protect that personal space like it's theirs. Allow them to defend that personal space, and it's not always an offense when they stand up for that. Remember that children share better when they have their own personal space. Like I said, if it can't be their personal space in terms of a room, then it can be a cupboard to keep special possessions away from a younger sibling, or a tent bed so a child can be alone when he chooses.
Some children even get along better once parents paint a line down the middle of the floor and set the furniture up to define each individual separate space. You know what? Makes them feel like they've got personal space. Show your love. If your child knows that you could never love anyone else more than you love him, he won't feel himself jealous of his siblings as often. So your first focus needs to be strengthening and sweetening your relationship with each child. Spend time alone with each of your children. Do special activities with each child that reflect his or her interests. Remind your children that you're there for them and they can talk about anything with you. Even if they don't talk about anything with you, just by saying it, it means a lot. And I want to conclude again with the words from Parshas Vayera, which Avram says to HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu says, Kach me'ez bincha. Avram says, I have 2 banim. HaKadosh Baruch Hu says, Kach es yechidcha. Avram says, both of them are yechidim, both of them are special. Asher ahavta, which you love, and Avram says, I love them both equally. And HaKadosh Baruch Hu answers as Yitzchak. We see from this, don't be afraid to discipline your children when you need to. Show them their love, and also show them that they're special. Kol Tov, Yasher for this opportunity to give this talk. Merci Rav Shagaloff et merci pour ces précieux conseils qui certainement seront de grande aide à de très nombreux parents. Alors maintenant, nous allons un petit peu changer de façon de regarder les choses. Ne l'oublions pas, cette soirée est un hommage à Rav Touboul. On l'a dit, il a marqué de très nombreuses personnes par son action et aussi par ce qu'il était de manière très générale. Alors, nous avons demandé à l'un de ses amis, il en avait beaucoup, Rav Yosef Rabba, qui est aujourd'hui le président des institutions de Beit Rivka. Vous le voyez, on n'est pas loin de la pédagogie, on n'est pas loin de la préoccupation, de la transmission. Mais Rav Yosef Rabba n'est pas là pour nous faire part de son expérience. Il est là pour nous dire comment il a connu le Rav Touboul, comment ils ont été proches et comment le Rav Touboul est intervenu, même dans la mission qui avait été confiée à Rav Yosef Rabba de diriger les institutions Beit Rivka. Eh oui, Rav Touboul est un homme d'expérience. Il avait baigné dans l'enseignement avant de prendre la direction et d'assurer le développement de Beit Hana. Alors il était un homme de précieux conseils. Rav Yosef Rabba va nous dire comment il l'a vu. Alors bonsoir à tous. On m'a contacté pour que je puisse dire un mot concernant Reb Mesod, André Touboul. Et lorsqu'on me l'a demandé, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'a choisi à moi et pas quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus proche de lui, quelqu'un qui avait plus travaillé avec lui et quelqu'un qui aurait pu raconter des épisodes de sa vie beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinents que moi. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai au moins 3 points qui font que j'ai envie de témoigner ce soir. Le premier, c'est d'abord que j'ai été son élève. Ensuite, que j'ai été son collègue, puisque je suis maintenant directeur général de Beit Rivka. Et ensuite, parce qu'avec toutes ces années qui sont passées, il s'est lié une très très grande amitié entre lui et moi. Et lorsque je dis très grande amitié, ça ne veut pas dire qu'on se voyait tous les soirs et qu'on discutait tous les soirs, mais c'était une amitié sincère, une amitié honnête, une amitié simple, et on parlait un petit peu de tous les sujets ensemble. Mais avant de commencer à parler de Reb Mesod André Touboul, en vérité, je l'appelais plus souvent André que Mesod, j'aimerais raconter une toute petite histoire avec le Rabbi Rayatz, qui était le 6e rabbi de Lubavitch. Lorsqu'il était jeune, vers l'âge de 7 ans, il est sorti de chez lui avec un plateau de tranches de pastèque. Et en sortant, il a rencontré un camarade à lui, ils ont décidé de s'asseoir sur le banc en face de la maison, et il a partagé 1 ou 2 tranches de pastèque avec son ami. Alors bien entendu, ils avaient fait la bracha avant,
Et lorsqu'ils ont consommé une ou deux tranches, son papa, ce petit garçon qui s'appelait à l'époque Yosef Yitzhak, l'a appelé par la fenêtre et l'a convoqué dans son bureau. Et il lui a dit la chose suivante. Lorsque tu as donné cette tranche de pastèque à ton ami, j'ai remarqué que tu ne l'avais pas donnée avec tout ton cœur. Et là, il lui a expliqué l'importance de donner avec tout son cœur. Et l'enfant a été tellement secoué par les mots de son papa qu'il s'est mis à pleurer de manière tellement forte et de manière tellement intense qu'il a vomi la pastèque qu'il avait mangée. Sur ce, sa maman rentre. Il était fils unique de ce couple et lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux de cet enfant ?» Et là, le papa lui répond « Un jour, il va assumer une fonction importante dans le clan d'Israël, dans le peuple juif, et je veux qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire donner. Donner, ça ne veut pas dire se dispenser à faire quelque chose, mais donner, c'est donner de tout son cœur. » Et je pense que c'est une histoire qui va très bien avec André, avec Mesod Teboul, parce qu'il savait donner de manière entière. En tout cas, je vous donne ma vision de cette personne, et j'ai presque envie de dire de cette personnalité, parce que tout simplement, ce qu'il faisait, il le faisait de manière entière. Alors, le premier point, c'est j'ai été son élève. Lorsque j'étais jeune, ça remonte aux années, je pense, 77-78, j'étais élève dans l'école de Haute-Saratora à Créteil. Et puis là, le premier jour de l'année ou le jour d'après, on nous présente notre nouveau professeur de mathématiques. Et il rentre une personne fraîche, jeune, et avec une blouse blanche. C'était vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué. Tous ses cours, il avait une blouse blanche et une blouse impeccable. Elle était propre, elle était, j'ai presque envie de dire, repassée pour l'occasion. Et il ne nous est jamais venu à l'idée, un seul instant, de ne pas réviser un cours de maths. Il n'y avait pas dans la classe que des matheux, mais il n'y avait pas de problème de discipline. Et il n'y avait pas de problème de quoi que ce soit qui se passait en cours. Je me souviens de lui aussi à un autre moment, qui était celui des GAN Israël. Lorsqu'on était au GAN Israël, moi j'y étais pas parce que j'étais déjà trop grand, mais comme je traînais dans la synagogue de Créteil, il y avait environ 250 enfants dans ce GAN Israël. C'était un des GAN Israël les plus importants de Paris et région parisienne. Et à l'époque, à Créteil, il n'y avait pas d'autres colonies de vacances ou d'autres centres aérés que ce GAN Israël. Alors il m'a dit, écoute Yosef, rends-moi service, j'aimerais que tu ailles m'acheter des cornichons parce que je dois faire des sandwichs. Et il me manque les cornichons pour faire les sandwichs du repas de ce midi. Alors je lui ai dit, oui, avec plaisir. Tu sais où acheter? Je lui ai dit, oui, il y a une épicerie qui est juste derrière. Et j'y suis allé. Et lorsque je suis revenu de mes courses, je m'aperçois que finalement, il regarde ces boîtes attentivement et il me dit, mais on ne peut pas les consommer. Je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, j'arrive pas très bien à me rappeler, mais c'était ou du vinaigre à l'intérieur, ou de l'eau et du sel. Et puis il me dit, mais si c'est que de l'eau et du sel, on ne sait pas comment ça a été confectionné, dans quelle façon ça a été confectionné. Et si c'est du vinaigre, alors on ne sait pas si c'est du vinaigre d'alcool ou du vinaigre de vin. Donc ce produit, on ne peut pas le consommer. Et là, il m'a donné une première leçon. Une leçon d'être méticuleux dans la cache-route et pas simplement faire des choses faciles et légères. Je me souviens que pendant ce GAN Israël, il y avait un jour de ce GAN Israël qui est tombé Tisha B'Av. Et il était assis sur une espèce de petit tabouret et autour de lui, il y avait des dizaines d'enfants qui l'écoutaient raconter l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Je me souviens très très bien, j'étais à l'arrière de André, et puis il regardait dans sa Guémara, il racontait toute l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il captait l'attention de ses enfants qui entendaient cette histoire certainement pour la première fois, et ça, ce sont des souvenirs forts. Il avait cette personnalité pour capter l'audience. J'aimerais aussi raconter le fait que le souvenir que j'ai lorsque j'étais élève, c'était d'un Lubavitch qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les rues. Je me souviens de sa façon de mettre le gartel. Vous savez, cette ceinture qu'on met à la taille pour se préparer à la prière. Et ensuite, il y a un dernier épisode concernant la période où j'étais élève, qui était celle où il donnait son cours, et ça c'est une histoire qui me fait à chaque fois sourire. Et je le vois encore.
Il était en train de donner son cours et il avait une faculté d'écrire de manière très claire au tableau, de manière très lisible. Ses chiffres étaient impeccables, ses lettres étaient impeccables. Et il avait l'habitude de diminuer une formule en disant « si et seulement si », et il écrivait 3 S, « si et seulement si ». Et à ce moment-là, il écrit son « si et seulement si », et puis il se retourne, parce qu'il y avait peut-être un petit peu de bruit dans la salle, ou il sentait qu'il y avait quelqu'un qui a fait du bruit. Et vous savez, il y a beaucoup de non-juifs qui terminent par un « i », comme par exemple Elfassi, Tanji, Karoubi. Et pour ne pas dire le nom de ce camarade, on va dire qu'il s'appelait Karoubi. Et André écrit « si et seulement si », il entend le bruit, il se retourne, et il voit ce garçon qui avait toujours un petit sourire quand il regardait le tableau. Il était toujours un petit peu comme ça. Et puis il lui dit « Karoubi, tu me souris ?» Et l'autre lui dit « Qui ? Moi, monsieur ? Dehors !» Et en fait, c'était une façon de nous tenir. C'était une façon de nous apprendre qu'on était là pour apprendre, qu'on était là pour évoluer. Et il voulait nous donner ce sérieux-là. Et cette histoire me fait toujours sourire parce que ce Karoubi-là en question, si c'est bien de Karoubi dont on veut parler, il n'a pas discuté. Il n'a pas demandé à s'excuser. Il est naturellement sorti. Ça, c'est la partie, on va dire, lorsque j'étais jeune. Maintenant, la partie, lorsque j'étais collègue avec lui, je suis d'abord rentré à Beit Rivka en tant que responsable de la comptabilité, et ensuite, progressivement, j'ai pris des fonctions. Et j'étais rentré à Beit Rivka dans les années 89-90, je pense avril 90, et au premier congé, donc du mois d'août, je suis allé au séminaire, comme tous les ans avec ma famille, d'été, de Moulay Azimov. Et puis là, j'avais déjà 3 ou 4 mois d'expérience de Beit Rivka, et je lui ai demandé qu'il me réserve un petit moment pour discuter avec lui sur l'organisation des écoles et sur plusieurs questions que j'avais dans le cadre des écoles. Et je me souviens qu'il m'avait donc proposé, après une série de cours qu'il y a eu au séminaire, d'aller se balader avec lui. On était sortis du séminaire, c'était à Briançon, ça je m'en souviens très très bien, et on est allé près d'une petite rivière, on s'est assis et là je l'ai consulté pour toute une série de questions. Régulièrement, je lui demandais des conseils sur plein de choses, sur la contractualisation des classes, sur des subventions qu'on peut avoir ou ne pas avoir, sur la construction qu'on a fait avec le temps pour Beit Rivka. Et il était toujours vraiment disponible. On a même une fois travaillé, parce que Rav Moulay Azimov nous l'avait demandé, sur une école de collègues qui avait des petites difficultés et il n'arrivait pas à s'en sortir. Et à plusieurs reprises, lui et moi, on s'est assis pour essayer de réfléchir de la façon la plus pertinente et la plus réaliste d'aider cette école. On avait pris contact avec des fondations, contact avec des banques. Cette école s'en est aujourd'hui sortie. Je ne pense pas que ce soit notre travail qui a fait ça, mais je pense que notre travail y a participé. Ensuite, au niveau de l'amitié. L'amitié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était vraiment sincère. Elle était naturelle. On se voyait spontanément. On s'embrassait, on souriait, même si lui devait avoir certainement des soucis de gestion de l'école et qu'une école, c'est pas simple à gérer, et moi aussi. Mais il y avait vraiment cette grande fraternité qui était là. Je me souviens qu'une fois, je suis allé à un mariage à Rue Petit. Il était lui aussi descendu dans la salle s'installer. Il s'est installé à côté de moi, ou peut-être que c'était moi qui me suis installé à côté de lui. Et puis il y avait le serveur qui avait dans ses 2 mains 2 bouteilles. Une bouteille de mashké, donc de vodka, et une bouteille d'anisette. Et puis naturellement, moi je lui demande, pour faire le faillot, bien entendu, une bouteille du mashké. Et puis lui il dit non, ce soir, moi je vais boire de l'anisette. Et puis ça m'avait fait sourire parce qu'il m'avait pris à contre-pied. En vérité, je voulais boire de l'anisette, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est mieux de boire du mashké en public, en tout cas. Bon voilà, ça c'est un petit peu l'amitié qui nous liait tous les deux. Je me souviens encore que, par exemple, j'étais jeune à l'époque. J'avais terminé mon bac en 81, j'avais fait mes études de comptabilité, je travaillais déjà en cabinet d'expertise comptable, et puis je venais régulièrement, bien entendu, tous les dimanches au local apprendre. Je le croisais régulièrement aussi. Et je lui avais donné une autre carte d'invitation, puisque je me suis marié avec ma femme. Et puis, il m'avait fait vraiment ce grand kavod de passer
ce 26 décembre 1986 à notre mariage. Il était resté un moment, il a pris le temps de parler avec moi, de danser avec moi, et j'ai trouvé que c'était vraiment très affectueux de sa part. Alors là, il y a encore un petit point que j'aimerais rajouter, c'était concernant l'allodon que nous avons fait l'année dernière pour Beth Rivka. Et pendant cet allodon, il a bien entendu participé. Et vous savez que pendant ces événements-là, on peut laisser une petite dédicace. Et il m'a inscrit en dessous son don, cher Yosef, pour ton travail et pour ton équipe exceptionnelle, Hatzlacha. Et je trouvais que c'était tellement affectueux, je lui ai renvoyé tout de suite un petit message. Voilà, ça c'était André pour moi. Et ensuite, le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était ce jeudi 12 mars. Lorsqu'on a appris qu'on devait, le lundi 16 mars, être confiné et fermer les écoles. C'était pour moi un référent. Et je vous dirais que ça le reste toujours. C'était un référent parce que j'aimais lui demander conseil. Alors, essayez de me comprendre. Pas pour le conseil lui-même, mais pour sa façon de réfléchir, pour sa façon de placer le curseur de manière différente des autres. Et finalement, avec son système de pensée, je réussissais à moi-même appréhender le point sur lequel je le sollicitais. Et je l'ai appelé donc ce jeudi soir, avec un autre collègue aussi. L'autre personne que j'ai interrogée ce soir-là, c'était Yosef Pevzner. Et je demandais à André, dis-moi André, comment tu as l'intention de gérer ce confinement, comment tu vas organiser les cours, etc. Et là, il m'avait dit, écoute Yosef, il avait une voix déjà un petit peu enrouée, un petit peu fatiguée. Et puis il me dit, écoute Yosef, déjà, les classes à examen, ça ne va pas être un souci parce qu'ils vont, à mon avis, revoir les conditions d'examen de ces classes-là. Ensuite, pour le reste, il y a des supports comme le CNED ou d'autres choses comme ça. Je vais faire mes réunions avec mes équipes et puis je te tiendrai au courant. Mais demain, je n'irai pas travailler parce que je suis fatigué et je vais m'absenter de manière un petit peu prémonitoire. C'était ces mots. Alors bien entendu, la semaine qui a suivi, on était en confinement. On a appris qu'il a été hospitalisé. Et le premier Shabbat de ce confinement, donc de 25 Adar, 21 mars, on était pour la première fois tous chez nous à la maison en train de prier seuls. Et on était en train de goûter à un nouveau système qu'on n'avait jamais imaginé qu'on allait goûter, de prier pendant des semaines et des jours seuls à la maison. Et immédiatement après Shabbat, on ouvre les portables et ma fille descend de sa chambre pendant que j'étais en train de préparer la Havdalah et nous dit Monsieur Teboul est parti. Alors je lui dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Et là je pousse un cri en disant arrête de rigoler, arrête de faire des blagues de mauvais goût. Elle me dit mais papa c'est le texto qu'on a reçu. Alors immédiatement ma femme appelle une copine à elle de Paris, j'appelle des amis à moi de Paris et on a appris cette terrible nouvelle. Je me suis assis sur la table de derrière et j'ai commencé bien entendu à pleurer parce que le son de sa voix résonnait encore dans mes oreilles. Et je suis en train de vous parler maintenant, et je vous dis que le son de sa voix est en train de résonner dans mes oreilles. Ce mot prémonitoire prend tout son sens aujourd'hui, et à titre personnel, il me manque. C'est pour moi quelqu'un qui m'inspire encore aujourd'hui, qui m'inspire dans l'exigence qu'on doit avoir, l'exigence dans son travail, l'exigence dans ce qu'on doit faire. Alors bien entendu, il y en a qui m'entendent, et qui me disent « oui, mais c'était un directeur, mais à moi, il m'a fait un sale coup. Il a peut-être refusé ma fille, ou il a peut-être refusé son passage de classe. » Eh bien oui, je vous dis que c'est un grand directeur, parce que quelqu'un qui est un grand directeur ne peut pas convenir à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à faire de cette institution une institution phare. Et je terminerai sur une petite note.
ces dernières années, il nous consultait parce qu'il avait placé, avec l'accord bien entendu des parents, quelques enfants dans notre internat. Et je me souviens des 2 fois où il est venu à l'école. Il n'y était pas venu depuis très longtemps, en tout cas pas depuis les nouvelles constructions. Et il était épaté des installations. Je le voyais descendre l'allée centrale de l'école en train de dire « c'est incroyable le sourire qu'il y a dans le visage de ces enfants, dans le visage de ce personnel ». Et on avait fait 2 réunions avec tout le staff pédagogique de l'école, avec le directeur d'internat, M. Attal, avec le directeur et la directrice de l'école, M. Thomas et Mme Oliel, et les monitrices d'internat, et il accompagnait ces enfants qu'il nous avait confiés avec l'affection d'un père, avec l'inquiétude d'un papa qui se posait de la question de savoir comment encore mieux les aider. Voilà, ce sont quelques souvenirs d'André, et je voudrais lui demander, puisque cette vidéo va être projetée pour la fin de son Kaddish des 11 mois, que ces milliers d'élèves qu'il a formés et ces milliers de personnes sur lesquelles il a eu une influence, eh bien, qui prient dans le ciel et qui demandent au bon Dieu de stopper ces nouvelles et de nous apporter immédiatement Mashiach Tzidkenu. Merci à vous tous et je vous dis à très vite à Yerushalayim. Merci Rav Yosef Rabba, nous vous souhaitons bonne continuation et une grande réussite dans votre mission au Beit Rivka. Et bien maintenant, revenons à la famille de Rav Touboul. Bien, nous avons un de ses enfants parmi nous, Rav Shmuel Touboul. Il est bien sûr Sheliach, lui aussi est directeur d'école, et sans doute faut-il le souligner. Il est dans la famille Touboul la 3e génération de directeurs d'école. Eh oui, on le disait tout à l'heure, Rav Mesod Touboul était lui-même fils de directeur d'école, avait baigné dans ce milieu, dans ses préoccupations pédagogiques. Il a été le directeur que l'on sait. Eh bien, sans doute a-t-il transmis ce talent à quelques-uns de ses descendants, puisque Rav Shmuel Touboul est lui aussi directeur, 3 générations. Les sages nous disent que 3 générations, c'est un nœud triple, Shelo Bimera Yenatek, qu'on ne défait pas facilement. Oui, les Touboul et l'éducation, c'est une longue histoire. Alors nous allons écouter Rav Shmuel Touboul, et il ne va pas nous parler d'éducation malgré tout. Nous en avons déjà beaucoup entendu, nous en tirons aujourd'hui la quintessence, mais Rav Shmuel Touboul va nous parler de quelque chose peut-être de plus intime. Nous terminons à présent, les enfants terminent la récitation du Kaddish pour leur père. Eh bien, il a tenu à nous expliquer le sens d'un tel moment et aussi, de cette manière, le sens de la cérémonie que nous faisons ce soir. Rav Shmuel Touboul. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir à l'occasion de la fin du Kaddish. Et avant tout, je voudrais remercier de tout cœur les intervenants qui nous ont fait l'honneur de partager ce moment avec nous ce soir. Je voudrais aussi remercier vous qui nous soutenez au quotidien depuis 11 mois à traverser cette année de deuil particulièrement difficile. Et bien sûr, vous tous, chers amis, chères enseignantes, chers élèves qui de chez vous prenez part à ce moment particulier de Aliyat HaNeshama, d'élévation de l'âme. Avant de dire quelques mots sur la signification de cette étape, j'aimerais inviter chacun à se servir un petit lechaim et nous allons ensemble dire une bracha et un lechaim Leilou Nishmat, mon père, Reb Mesod Ben Shlomo, que sa neshama est une grande aliyah.
Nous étions plus de 20 000 personnes à se réunir pour les Shloshim. Nous serons encore plusieurs milliers ce soir, certainement. Et j'aimerais qu'on profite de cet instant pour demander à Hachem d'envoyer Mashiach très vite. L'chaim, l'chaim. On sait combien il est important de réciter le Kaddish dans l'année après le départ. Le Kaddish permet de soulager l'âme pendant toute la période du jugement. Selon les coutumes, on arrête de réciter le Kaddish à la fin du 11e mois. La raison est parce que la période de jugement des Rechaïm est de 12 mois. Et donc, pour ne pas laisser penser que le parent était un rachat, alors nous nous arrêtons au 11e mois. Par ailleurs, il est écrit dans les textes que celui qui sait que son parent était un rachat, eh bien, il devra continuer, lui, à dire le Kaddish le 12e mois, justement, pour aider dans le jugement. À l'occasion de la fin du Kaddish pour son beau-père, le rabbi expliqua ce sujet et posa la question suivante. Si la période de récitation de Kaddish dépend de la piété du défunt, pourquoi est-ce qu'on récite le Kaddish pour un juste ? Nous ne devrions même pas avoir besoin de réciter le Kaddish de l'année, même une seule fois, puisque nous avons la certitude qu'il sera directement accueilli au Gan Eden. Et le rabbi expliqua alors que le Kaddish, à part aider pour le jugement, le Kaddish permet également à l'âme de s'élever. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, nous explique le rabbi, que nous récitons le Kaddish, même le Shabbat, alors que les âmes ne sont pas jugées le jour du Shabbat. Ainsi, pour un juif pieux, pour un tzaddik, le Kaddish n'est pas récité pour le jugement, mais pour l'élévation de l'âme. Mais selon cette explication, la question de l'arrêt au 11e mois aussi se pose. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête de dire le Kaddish ? Si c'est pour élever l'âme, alors nous devrions continuer même le 12e mois. Et le rabbi expliqua que lorsque Rabbi Shalom Dovber récita le Kaddish pour son père, au 11e mois, il récita un Kaddish de trop et il en fut très affecté. Pourquoi ? Le rabbi expliqua. Parce qu'en réalité, à partir du 12e mois, l'âme s'élève à un niveau si haut que le dibour, la parole, par la récitation du Kaddish, n'a pas d'impact sur l'âme. Et quelque part, si le rabbi Rachab en fut affecté, c'est parce que justement, il s'en était voulu d'avoir limité par la parole cette élévation de l'âme qui est au-dessus de la parole, au-dessus de l'impact que le Kaddish peut avoir. Alors on se demande sûrement, continue le rabbi, pourquoi est-ce que dans ce cas, on va redire le Kaddish le jour du Yortzeit, le jour de l'année ? Le rabbi explique qu'à ce moment-là, l'âme atteint un niveau encore plus élevé que durant le 12e mois. Un niveau qui, justement, parce qu'il est si élevé, paradoxalement, il peut être en lien avec le plus bas, jusqu'à la parole, justement, ici-bas. Et c'est en réalité une notion qui est développée en Kabbalah, que plus une chose est élevée, plus elle tombe bas. La création du monde, qui est si matérielle, ne pouvait se faire que par l'essence même de Dieu, qui seul, lui, est en capacité de créer une matière à partir du néant. Voilà pourquoi chaque année, lorsque l'âme monte à des niveaux spirituels encore plus élevés, nous récitons le Kaddish ici-bas encore une fois pour l'anniversaire de l'an. Ce soir encore, nous allons parler d'éducation. Il y a suffisamment à dire pour en parler toute une vie. Mais il y a un message que j'aimerais partager ce soir alors que la Neshama passe encore une étape dans les cieux. Lui, mon père qui a donné sa vie pour l'éducation, pour la shlichut du Rabbi, c'est l'investissement que nous devons avoir dans l'éducation de nos enfants et pour les enfants juifs que nous devons retenir ce soir. Nul ne peut se dédouaner, nul ne peut prétendre que le sort d'un enfant juif ne le concerne pas parce qu'il n'est pas enseignant ou qu'il n'est pas éducateur. Lors de la dernière conférence, la fameuse citation du Rabbi Rachab a été rappelée. De même qu'un père a l'obligation de mettre les téphilines chaque jour, il est tenu de penser à ses enfants, à l'éducation de ses enfants chaque jour. Et le Rabbi explique que la comparaison avec les téphilines est volontaire parce que les téphilines exigent une grande concentration. La kavana, de soumettre son cœur et sa tête à Dieu, une partie de son intellect, c'est une partie intégrante de la mitzvah. Eh bien, il en est de même pour l'éducation de nos enfants qui doit se faire avec tout notre cœur et tout notre intellect. D'ailleurs, la Torah nous enseigne l'obligation de s'investir dans l'éducation avant même le don de la Torah. En effet, dès Noach, Dieu lui ordonne de rentrer dans la Teva, Ata uvanecha, toi et tes enfants. La Teva est aussi le symbole de la protection spirituelle que nous devons apporter à nos enfants. Cet épisode vient souligner que peu importe l'urgence, peu importe l'occupation que nous pouvons avoir, il ne faut jamais oublier le principal, qui sont nos enfants. Ce n'est pas pour rien si la Torah raconte la rébellion de Ham, le fils de Noach. Noach aurait dû profiter des moments de la construction de l'arche
pour passer plus de temps avec ses enfants, pour parler avec lui, pour lui inculquer des valeurs et surtout pour l'entendre. Noach, trop occupé par son travail, n'avait pas su se rendre compte du désarroi dans lequel se trouvait son fils. Il n'avait pas su entendre son appel et c'est cela que la Torah nous enseigne lorsqu'elle nous raconte la rébellion de son fils. Alors, chers amis, prêtons une oreille attentive à nos enfants et recherchons autour de nous les enfants qui ne sont même pas conscients qu'ils sont en détresse. Sachons entendre leurs cris silencieux. Ne soyons pas sourds aux appels des enfants juifs qui nous entourent. Soyons fidèles aux valeurs que le Rabbi nous a inculquées. Et ainsi nous mériterons dès ce soir de nous retrouver tous ensemble au 3e Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Bien voilà, notre soirée se termine ici. Bien sûr, on pourra toujours la voir et la revoir, miracle du numérique et d'Internet. Mais je voudrais vous dire merci au nom de toute la famille d'avoir assisté avec nous à cette cérémonie. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur de nous savoir, même si ce n'est pas physiquement, même si ce n'est pas dans une salle. Cela fait chaud au cœur de savoir que nous sommes tous unis, réunis en ce moment. Et ne l'oublions pas. La mission éducative, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun. Nous ne sommes pas tous directeurs, nous ne sommes pas tous professeurs, mais nous sommes très souvent des parents et nous avons notre place, notre rôle à jouer. Oui, comme le dit le Hayom Yom, compilé par le Rabbi, l'éducation, c'est quelque chose à quoi on doit penser chaque jour, 1 heure par jour, parce que décidément, nous savons où tout cela nous mène, c'est la vie de notre peuple qui est en jeu. Rav Touboul en a été un bel exemple, il en a tenu le flambeau. Eh bien, disons-nous que le flambeau qu'il tient continue de nous montrer la route. Puissions-nous tous avoir des bonnes nouvelles. ובald da gefinnen sich Ktani. Liefne Bar Mitzvah, Bas Mitzvah, was mit vernehmt sich ist mit sehr Chinuch in der Nähe von Homo. Und man kann sich sehen nicht aufhalten zu lang, warum sie seien doch nicht. Wir können noch zu matten sich, wie wir matten Gdelen Bishonim, wird man früher anheben mit sehr Simcha. Und in der Mine, was bei das mit mir Song keine Geschbeines. Also wir haben Mashiach und Davke Yister, Davke Achsha, Davke Nau.